le 24 juillet 1712. Aux premières heures du jour, 15 000 soldats français s'apprêtent à affronter 24 000 soldats coalisés dans une petite place forte du nord de la France. Louis XIV, alors âgé de 74 ans, a vu son règne glorieux se transformer en cauchemar. Ses armées subissent défaite sur défaite depuis plus d'une décennie. La France est au bord du gouffre, Paris menacé d'invasion, et le vieux roi n'a plus qu'une seule carte à jouer, un maréchal de 59 ans du nom de Claude Louis-Hector de Villars. Ce qui va se passer ce jour-là à Denain va changer le cours de l'histoire européenne. En 1700, la mort du roi Charles II d'Espagne sans héritier déclenche une crise majeure en Europe. Louis XIV, le roi Soleil, voit là une opportunité formidable. Son petit-fils Philippe d'Anjou est désigné comme héritier du trône espagnol. Cette décision unit les deux plus grandes puissances catholiques d'Europe sous l'influence des Bourbons. Le royaume d'Espagne, bien qu'affaibli, contrôle encore un empire colonial immense où le soleil ne se couche jamais. Pour le reste de l'Europe, cette alliance représente une menace existentielle. L'empereur d'Autriche Saint-Théopold Ier refuse d'accepter cette situation. Il revendique lui aussi le trône espagnol pour sa famille, les Habsbourg. L'Angleterre et la Hollande, puissances maritimes et commerciales, redoutent qu'un tel bloc franco-espagnol ne leur ferme les portes du commerce mondial. En septembre 1701, ces trois puissances signent le traité de la Grande Alliance. Rapidement, la plupart des princes allemands, le duc de Savoie, le Portugal et la Prusse, rejoignent la coalition. Louis XIV se retrouve face à presque toute l'Europe. La guerre éclate officiellement le 15 mai 1702. Au début, Louis XIV garde confiance. Son armée est la plus puissante d'Europe, forte de 250 000 hommes bien entraînés. Depuis plus d'un demi-siècle, les armées françaises n'ont connu que la victoire. Le royaume dispose de forteresses imprenables, construites par Vauban le long des frontières, formant ce qu'on appelle la ceinture de fer. Les généraux français, formés dans les grandes campagnes du règne, savent manœuvrer et combattre. Mais face à eux se dressent deux adversaires redoutables, John Churchill, duc de Marlborough, commandant les forces anglaises, et le prince Eugène de Savoie, à la tête des armées impériales. Le prince Eugène mérite qu'on s'y attarde un instant. Né français, fils d'Olympe Mancini, nièce du cardinal Mazarin, il a grandi à la cour de Versailles. Le jeune Eugène rêvait de servir dans l'armée française, mais Louis XIV refuse de lui accorder un régiment. Les raisons, sa mère a été compromise dans l'affaire des poisons en 1679 et des rumeurs circulent sur les mœurs du jeune homme. Humilié, Eugène quitte la France et jure de se venger. Il offre ses services à l'empereur d'Autriche et devient l'un des plus grands généraux de son temps. Pendant 40 ans, il va guerroyer contre les armées de Louis XIV avec un acharnement qui ne se démentira jamais. Les premières années de la guerre semblent confirmer la supériorité française. Le maréchal de Villars remporte 2 victoires importantes à Friedlingen en octobre 1702 et à Höchstädt en septembre 1703. Mais ces succès ne durent pas. En 1704, la situation bascule brutalement. Les Anglais s'emparent de Gibraltar, contrôlant ainsi le détroit qui porte son nom. Le 13 août, Marlborough et le prince Eugène écrasent les armées françaises à Blenheim, en Bavière. Le maréchal Tallard est fait prisonnier, avec 14 000 hommes. Cette défaite contraint la France à abandonner la Bavière, son seul allié allemand. L'année suivante, les Anglais occupent Barcelone, où l'archiduc Charles, prétendant Habsbourg au trône d'Espagne, se fait proclamer roi sous le nom de Charles III. Le conflit s'enlise. En 1706, nouvelle catastrophe. Le duc de Villeroy subit une défaite écrasante à Ramillies, dans les Flandres. Les Français doivent évacuer les Pays-Bas espagnols qu'ils contrôlaient depuis des décennies. Les forteresses de Vauban tombent les unes après les autres. En 1708, la situation devient critique. À Audenarde, Marlborough et Eugène battent une armée française de 100 000 hommes commandée par le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, et le duc de Vendôme. Les deux généraux français se détestent et leur querelle paralyse l'armée française. La coordination entre les différents corps d'armée est inexistante. L'année suivante, Lille, la capitale du Nord, tombe après un siège de plusieurs mois. C'est un coup terrible pour Louis XIV. La route de Paris semble désormais ouverte, mais le pire reste à venir.
L'hiver 1709 est d'une rigueur exceptionnelle. On l'appelle le Grand Hiver. Les températures descendent à -20 degrés pendant des semaines. Les rivières gèlent, y compris la Seine à Paris. Les récoltes sont détruites. Le bétail meurt dans les étables glacées. Des centaines de milliers de Français périssent de froid et de faim. Les prix du pain explosent. Des émeutes éclatent dans plusieurs villes. Le royaume est au bord de la famine. Dans ce contexte catastrophique, Louis XIV n'a plus les moyens de payer et d'équiper ses armées. Les soldats manquent de tout, vêtements, nourriture, munitions. Le moral des troupes s'effondre, beaucoup désertent. Au printemps 1709, le vieux roi, l'orgueil brisé, envoie son ministre des Affaires étrangères négocier la paix. Les conditions qu'il propose sont d'une humiliation sans précédent. Il accepte de céder toutes les conquêtes de son règne, le nord, l'est, une partie de l'Alsace. Il reconnaît l'archiduc Charles comme roi d'Espagne et promet de retirer son soutien à son petit-fils Philippe V. Les Alliés, sûrs de leur victoire prochaine, rejettent ces propositions. Plus encore, ils exigent que Louis XIV utilise ses propres armées pour chasser son petit-fils du trône d'Espagne. Cette clause est inacceptable. Louis XIV refuse. Le conflit continue. En juin 1709, face à l'ultimatum des Alliés, le roi s'adresse directement à son peuple dans un manifeste poignant lu dans toutes les églises du royaume. Il explique qu'il a tout accepté pour obtenir la paix, mais que ses ennemis exigent désormais qu'il fasse la guerre à sa propre famille. L'effet est immédiat. Le peuple français, scandalisé par les exigences des coalisés, se mobilise massivement. Des jeunes gens s'engagent en masse dans l'armée. Des bourgeoises riches financent l'équipement de soldats. Les intendants rivalisent de zèle pour approvisionner les troupes. Louis XIV confie le commandement de l'armée des Flandres au maréchal de Villars, arrivé en mars 1709. À 56 ans, Villars est un homme énergique et charismatique qui redonne espoir aux soldats découragés. Il améliore le ravitaillement, rétablit la discipline, ordonne la construction de lignes défensives entre Douai et Saint-Venant. L'armée retrouve progressivement son moral. En juillet, Marlborough et Eugène assiègent Tournai, qui tombe le 3 septembre. Ils se dirigent ensuite vers Mons. Louis XIV ordonne alors à Villars de livrer bataille pour empêcher la chute de cette place forte. Le maréchal s'installe dans la trouée de Malplaquet, entre les bois de Sars et de la Lanière. Il fait creuser des retranchements, élever des remblais de terre, construire des abatis. Son armée compte 75 000 hommes et 80 canons. Face à lui, Marlborough et Eugène alignent 110 000 hommes et 120 canons. Le 11 septembre 1709 à 9 heures du matin, la bataille commence par un déluge d'artillerie. Eugène attaque l'aile gauche française dans le bois de Sars. Le combat est d'une violence inouïe. Les soldats se battent au corps à corps dans les taillis. Villars, partout à la fois, galvanise ses troupes. Vers midi, les Français semblent reprendre l'avantage. C'est à ce moment qu'une balle de mousquet frappe Villars au genou. La blessure est terrible, l'os est brisé. Le maréchal s'évanouit de douleur et doit être évacué du champ de bataille. Son second, le maréchal de Boufflers, prend le commandement. Profitant de l'affaiblissement provisoire causé par la blessure de Villars, Marlborough lance sa cavalerie contre le centre français. Les gardes françaises, élite de l'armée, fléchissent. Boufflers, voyant le danger, ordonne la retraite. L'armée française abandonne le champ de bataille en bon ordre, emportant son artillerie. Techniquement, c'est une défaite, mais les Alliés ont payé le prix du sang. Les pertes sont épouvantables. Les Français déplorent 11 000 tués et blessés. Les Alliés en comptent 21 000, soit le quart de leur force. Certains régiments hollandais sont littéralement anéantis. Le prince d'Orange, qui commandait l'attaque contre l'aile droite française, a vu ses bataillons taillés en pièces. Marlborough lui-même est choqué par l'ampleur du carnage. C'est la bataille la plus sanglante de toute la guerre. Stratégiquement, Malplaquet est une victoire française. L'armée des Alliés, saignée à blanc, ne peut plus songer à envahir la France. Mont tombe certes le 21 octobre, mais c'est tout. La route de Paris reste fermée. Villars, évacué à Versailles, fait parvenir au roi un message resté célèbre. « Si Dieu nous fait la grâce de perdre encore une pareille bataille, votre Majesté peut compter que ses ennemis sont détruits. » Louis XIV fait de Villars un pair de France pendant sa convalescence. Pendant 2 ans,
le front se stabilise. Les Alliés n'ont plus la force de lancer une offensive d'envergure, mais la France ne peut pas non plus reprendre l'initiative. C'est une guerre d'usure faite de sièges et de petites escarmouches. La situation reste désespérée pour Louis XIV sur le plan militaire, mais un événement inattendu va changer la donne sur le plan diplomatique. En Angleterre, le climat politique évolue. La guerre coûte une fortune au trésor britannique. Les taxes augmentent sans cesse, provoquant le mécontentement de la population. Les commerçants londoniens réalisent que cette guerre profite surtout à l'Autriche, qui agrandit ses territoires en Europe centrale et en Italie. L'Angleterre, elle, s'épuise financièrement pour des gains minimes. Les partisans de la paix gagnent du terrain au Parlement. En 1710, ils prennent le pouvoir. Le duc de Marlborough, artisan de toutes les victoires alliées, tombe en disgrâce auprès de la reine Anne. Le nouveau gouvernement britannique entame des négociations secrètes avec la France. Un congrès de paix s'ouvre à Utrecht le 29 janvier 1712. Mais les négociations traînent. L'Autriche refuse de céder. L'empereur veut continuer la guerre jusqu'à la victoire totale. Pour faire pression sur les négociateurs, le prince Eugène décide de frapper un grand coup sur le terrain. Il veut prendre l'Andrecies, dernière place forte française avant la vallée de l'Oise, qui ouvre directement la route de Paris. Le 6 avril 1712, Louis XIV convoque le maréchal de Villars à Marly. Le roi a vieilli. À 72 ans, marqué par les deuils familiaux et les défaites militaires, il n'est plus que l'ombre du roi Soleil triomphant. Il confie à Villars, désormais âgé de 59 ans, le commandement de ce qui reste de l'armée française, 70 000 hommes fatigués, mal équipés, manquant d'artillerie et de munitions. Face à eux, le prince Eugène dispose de 130 000 hommes bien approvisionnés. Les adieux entre le vieux roi et le vieux maréchal sont émouvants. Louis XIV sait qu'il joue sa dernière carte. Villars établit son armée sur une ligne s'étirant d'Arras à Cambrai, tentant de surveiller toute la frontière du Nord. En juin, Eugène prend l'initiative. Le 5 juillet, il s'empare du Quesnoy sans grande résistance. La garnison française capitule honteusement selon Villars, qui enrage de cette reddition trop rapide. Le 17 juillet, Eugène installe 30 bataillons et 40 escadrons, soit environ 30 000 hommes, autour de l'Andrecies et commence le siège de la place forte. Pour ravitailler cette armée de siège, Eugène établit une ligne de communication de 60 km entre ses magasins de Marchiennes, au nord sur la Scarpe, et l'Andrecies au sud. Au centre de cette ligne, il place un camp retranché à Denain, petite place forte sur l'Escaut entre Valenciennes et Douai. Ce camp est défendu par 13 bataillons hollandais, soit environ 14 000 hommes, commandés par le comte d'Albemarle. 6 autres bataillons stationnent à Marchiennes, et 7 autres à proximité immédiate de Denain. Eugène fait aménager une route militaire qu'il appelle avec arrogance le chemin de Paris. De chaque côté, ses ingénieurs creusent des fossés profonds, érigent des parapets de pierre et plantent des palissades de 8 mètres de hauteur. L'objectif est double: protéger les convois de ravitaillement contre d'éventuelles sorties de la garnison française de Valenciennes et créer un couloir sécurisé pour l'avance future vers la capitale française. Le gros de l'armée coalisée, environ 60 000 hommes, reste au centre de ce dispositif, dans la vallée de l'Écaillon. Le dispositif paraît solide, mais il présente une faiblesse majeure: l'étirement excessif du front. Les troupes sont dispersées sur une ligne de 60 km. Les différents corps ne peuvent se soutenir mutuellement en cas d'attaque soudaine. Le pont de Denain, qui permet de traverser l'Escaut, devient un point crucial. Si les Français s'en emparent, ils coupent la ligne de ravitaillement et isolent les troupes assiégeant l'Andrecies. Une bonne nouvelle arrive à Villars le 17 juillet. Conformément à la trêve signée secrètement entre la France et l'Angleterre, les 12 000 soldats britanniques commandés par le duc d'Ormont se retirent du front et marchent vers Gand. C'est un coup dur pour Eugène, mais le prince autrichien refuse d'abandonner. Il a battu les Français trop souvent pour douter de sa victoire finale. Il méprise l'audace de Villars et compte sur sa supériorité numérique écrasante. À Douai, un homme observe attentivement les mouvements ennemis. Il s'appelle Jean-Robert Lefebvre d'Orval. Né en 1661 Labassé, c'est un conseiller au Parlement de Flandre, magistrat respecté qui connaît parfaitement la région.
Mais Lefebvre d'Orval n'est pas un magistrat ordinaire. Pendant toute la guerre, il s'est comporté comme un agent de renseignement au service de la France. Depuis sa région occupée par les coalisés, il observe, note, cartographie les mouvements de troupes ennemies. Il envoie régulièrement des mémoires détaillées à Versailles, au secrétaire d'État à la guerre, Voisin. Lefebvre d'Orval a un caractère militaire dans un corps de magistrats. Il pense en stratège. Quand il étudie le dispositif du prince Eugène, il repère immédiatement la vulnérabilité. Cette ligne est tirée sur 60 kilomètres, ce camp de Denain isolé, ces ponts qui sont autant de points de passage obligés. Il couche ses observations sur le papier et envoie un mémoire à l'intendant de la province, de Bernières. Son idée est simple. Au lieu d'attaquer le gros de l'armée ennemie ou les troupes assiégeant Landrecies, il faut frapper Denain, couper la ligne de ravitaillement, isoler les différents corps ennemis les uns des autres. Le mémoire remonte jusqu'au maréchal de Montesquieu, qui commande sous les ordres de Villars. Montesquieu est un excellent général, méthodique et réfléchi. Il étudie la proposition et la trouve brillante. Il la transmet à Villars. Le maréchal hésite. Attaquer Denain représente un pari audacieux, presque désespéré. Il faut déplacer toute l'armée en secret, traverser l'Escaut de nuit, fondre sur le camp ennemi avant que le prince Eugène puisse réagir. Si l'effet de surprise échoue, si Eugène est alerté trop tôt, l'armée française sera prise entre deux feux et anéantie. Villars pèse le pour et le contre. Les autres options sont pires. Attaquer Landrecies signifie affronter 30 000 hommes qui peuvent rapidement recevoir des renforts du gros de l'armée coalisée. Attaquer l'armée principale d'Eugène dans ses positions fortifiées derrière les rivières de l'Arpise et de l'Écaillon relève du suicide. Ne rien faire condamne Landrecies à tomber, ouvrant ainsi la route de Paris. Villars n'a pas vraiment le choix. Il décide de suivre le plan de Lefebvre d'Orval. Mais le maréchal ne révèle pas immédiatement ses intentions, même à son état-major. Il joue au chat et à la souris avec Eugène. Le 18 juillet, il fait battre la générale et déploie son armée sur la rive gauche de l'Escaut, faisant mine de vouloir affronter les coalisés en bataille rangée. Eugène ne mord pas à l'hameçon et préfère consolider ses positions. Le 21 juillet, Villars ordonne à 2 de ses lieutenants, de Vieux-Pont et de Broglie, de préparer une attaque sur Denain avec 30 bataillons et 30 escadrons. Il demande au prince de Tingry, qui commande la garnison de Valenciennes, de sortir pour appuyer cette attaque. Mais Eugène a des espions efficaces. Il apprend que la garnison de Valenciennes se prépare à une sortie. Immédiatement, il déplace une partie de sa cavalerie vers la vallée de l'Escaut pour surveiller Valenciennes. Le 22 juillet, un imposant détachement de cavalerie impériale, appuyé par des escadrons hollandais, se déploie sous les murs de Valenciennes. Le prince de Tingry renonce à sortir. Informés à temps, de Broglie et Vieux-Pont abandonnent l'attaque prévue. Villars écrit à Voisin « Cette affaire ne pouvant s'exécuter, j'ai marché à la Sambre. » Il fait mine de se diriger vers Landrecies. Eugène est convaincu que Villars va tenter de débloquer le siège. Le 23 juillet, en fin d'après-midi, Villars se rend à Ors avec quelques officiers pour observer le dispositif ennemi. Il étudie le terrain, les positions, les distances. Sa décision est prise. Il n'attaquera pas Landrecies. Il va frapper Denain. Mais pour réussir, il faut déplacer toute l'armée de nuit, sans être repéré, sur une trentaine de kilomètres. L'entreprise est périlleuse. À la tombée de la nuit, Villars réunit discrètement ses principaux lieutenants. Il leur révèle enfin son plan. L'armée va se déplacer en 3 colonnes parallèlement à la rivière Selle, vers le nord-ouest. Objectif, Denain. Les soldats doivent marcher en silence absolu. Pas de feu, pas de conversation à voix haute, pas de trompette. Des cavaliers sont envoyés prendre position le long de la Selle pour contrôler tous les ponts et empêcher quiconque de franchir la rivière pour donner l'alerte aux coalisés. Selon la légende, reprise par de nombreux récits, Villars aurait ordonné aux soldats d'enlever leurs pantalons et de les déchirer pour en envelopper les sabots des chevaux, étouffant ainsi le bruit de leur passage. Cette anecdote, bien qu'invérifiable, illustre l'importance du silence dans cette manœuvre nocturne. À Asprès, un détachement arrive en soirée et prend position au moulin, bloquant le franchissement de la rivière. L'armée se met en marche dans l'obscurité.
C'est une colonne de 70 000 hommes qui s'étire sur plusieurs kilomètres. Les fantassins marchent, les cavaliers guident leurs chevaux par la bride, les artilleurs poussent leurs canons sur les chemins boueux. La progression est lente, épuisante. Les soldats trébuchent dans le noir. Certains se perdent, des unités s'égarent. À plusieurs reprises, Villars enrage contre ces retards qui compromettent toute l'opération. Dans le camp ennemi, personne ne se doute de rien. Eugène est tranquille. Ses espions lui ont signalé que Villars marchait vers Landrecies. Le prince dort paisiblement, persuadé que les Français vont se briser contre les défenses du camp de siège. À Denain, le comte d'Albemarle et ses 14 000 Hollandais sont confiants. Leur camp est solidement retranché, protégé par des palissades, des fossés et des parapets. Ils ne craignent rien. Au petit matin du 24 juillet, Villars et ses lieutenants arrivent à Avesnes-le-Sec. Ils montent au moulin qui domine la plaine et observent le camp de Denain au loin. Le maréchal établit les derniers détails du plan d'attaque. L'armée doit traverser l'Escaut à Neuville, puis foncer sur Denain avant que les Hollandais puissent se préparer ou recevoir des renforts. À 7 heures du matin, les premiers fantassins français arrivent à Neuville-sur-Escaut. Des pontons ont été préparés pendant la nuit. L'ordre de traverser est donné immédiatement. Les régiments franchissent l'Escaut, colonne par colonne. C'est un moment critique. Si l'ennemi repère ce mouvement et attaque pendant le passage, l'armée française sera prise en pleine traversée, vulnérable, coupée en deux. Mais la chance sourit à Villars. La brume matinale masque les mouvements. Les Hollandais de Denain ne voient rien. À 8 heures, un soldat hollandais en faction repère enfin la masse des troupes françaises qui approchent. Il donne l'alerte. Le comte d'Albemarle, réveillé en sursaut, ne peut en croire ses yeux. Une armée entière se dirige vers son camp. Comment est-ce possible? D'où sortent tous ces Français? Il fait immédiatement tirer 6 coups de canon, signal convenu pour alerter le gros de l'armée coalisée. Puis, il envoie un messager au galop vers le camp du prince Eugène, à une 12aine de kilomètres. Il faut tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Les Hollandais se précipitent sur les remparts, chargent leurs mousquets, préparent les canons. Ils sont 14 000, solidement retranchés. Face à eux, Villars lance 30 000 hommes dans l'assaut. Le rapport de force est en faveur des Français, mais les défenses hollandaises sont redoutables. Tout va se jouer dans les prochaines heures. À 10 heures, le messager hollandais arrive au camp du prince Eugène. « Excellence, les Français attaquent Denain en force. » Eugène refuse d'y croire. C'est impossible. Il a vu l'armée française marcher vers Landrecies la veille. Ce doit être une diversion, une feinte. Il décide d'aller déjeuner tranquillement. Cette erreur de jugement va lui coûter cher. Pendant qu'Eugène mange, ses soldats à Denain se battent pour leur vie. Les troupes françaises progressent vers le camp hollandais. L'artillerie française pilonne les défenses ennemies. Les boulets ouvrent des brèches dans les palissades. À 1 heure de l'après-midi, Villars donne l'ordre de l'assaut général. 30 000 Français se ruent sur les retranchements. En tête marchent les sapeurs, hache à la main. Leur mission, abattre les palissades pour ouvrir la voie à l'infanterie. Derrière eux, les régiments d'infanterie, baïonnettes au canon, hurlent en chargeant. Le choc est terrible. Les Hollandais tirent à bout portant. Les premiers rangs français s'effondrent, fauchés par les salves de mousquets et la mitraille des canons. Mais la masse des attaquants est trop importante. Les sapeurs atteignent les palissades et se mettent à les abattre à coups de hache. L'infanterie les suit immédiatement. Les soldats escaladent les remparts, se battent au corps à corps avec les Hollandais. Le combat devient une mêlée furieuse. Le maréchal de Montesquieu dirige personnellement l'assaut du centre. C'est un officier expérimenté, méthodique, qui sait coordonner l'infanterie et l'artillerie. Sous sa conduite, les Français perçant les défenses hollandaises point par point. Les régiments s'engouffrent dans les brèches ouvertes par les sapeurs. Les Hollandais, débordés, commencent à reculer. Le comte d'Albemarle se bat courageusement, tentant de rallier ses hommes. Mais la panique gagne ses troupes. Les soldats hollandais réalisent qu'ils ne tiendront pas face à cette masse d'assaillants. Certains commencent à fuir vers le pont du Moulin, seul moyen de franchir l'Escaut et d'échapper aux Français. Un mouvement de panique se déclenche. Des centaines de soldats se précipitent vers le pont. En quelques minutes, c'est la débandade générale. Le pont du Moulin, construction en bois, n'est pas conçu pour supporter une telle charge.
Des centaines d'hommes s'y entassent, se poussent, se piétinent dans leur hâte désespérée de traverser. Soudain, dans un craquement sinistre, le pont s'effondre. Des centaines de soldats, alourdis par leurs armes et leurs équipements, tombent dans l'Escaut et se noient sous les yeux horrifiés de leurs camarades. La rivière charrie des cadavres pendant des heures. Les Français déferlent dans le camp. Les Hollandais qui n'ont pas pu fuir jettent leurs armes et lèvent les mains. Le comte d'Albemarle, voyant que tout est perdu, se rend. La bataille de Denain est terminée. Elle a duré moins de 2 heures. Les Français ont perdu environ 500 tués et 1000 blessés. Les Hollandais comptent 2000 morts, dont des centaines noyés dans l'Escaut, et 4500 prisonniers. C'est une victoire écrasante. Quand le prince Eugène comprend enfin qu'il ne s'agit pas d'une diversion mais d'une attaque majeure, il est déjà trop tard. Il rassemble en catastrophe tout ce qu'il peut trouver comme troupes disponibles et galope vers Denain. Il arrive en vue du camp vers 2 heures de l'après-midi. Ce qu'il voit, le glace d'effroi. Le drapeau français flotte sur les retranchements. Denain est tombé. Eugène ne renonce pas. Il tente de franchir l'Escaut à Prouvy avec ses troupes pour contre-attaquer et reprendre Denain. Mais Villars a tout prévu. Le prince de Tingry est sorti de Valenciennes avec 15 bataillons. Il se positionne pour bloquer le pont de Prouvy. Pendant plusieurs heures, les Autrichiens d'Eugène tentent de forcer le passage, mais les Français tiennent bon. En fin de journée, voyant qu'ils ne pourront pas traverser, les Français font sauter le pont pour empêcher qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. Eugène se retrouve bloqué sur la rive gauche de l'Escaut. Il ne peut pas contre-attaquer, il ne peut pas secourir ses troupes. Denain est perdu. Pire encore, sa ligne de ravitaillement est coupée. Les 30 000 hommes qui assiègent Landrecies se retrouvent isolés, sans vivres, sans munitions. Le chemin de Paris n'existe plus. Toute la stratégie d'Eugène s'effondre en quelques heures. Le prince autrichien, furieux et impuissant, doit se résoudre à ordonner la retraite. Le 2 août, les troupes qui assiégeaient Landrecies lèvent le siège et se replient vers le cours supérieur de l'Escaut. Villars ne leur laisse aucun répit. Il lance immédiatement son armée à la poursuite des coalisés. Le 30 juillet, les Français s'emparent de Marchiennes, où les coalisés avaient établi leurs magasins principaux. La garnison, 6 bataillons surpris et incapables de résister, capitule sans combattre. Les Français capturent 3000 prisonniers supplémentaires et des quantités considérables de vivres, de munitions et d'équipements. C'est un butin immense qui redonne des forces à l'armée française. Villars poursuit son avantage. Il déploie son armée le long de l'Escaut, menaçant toutes les positions ennemies dans la région. Les coalisés, démoralisés par le désastre de Denain et la perte de leurs magasins, ne peuvent plus tenir leur position. Ils doivent évacuer le Hainaut et même la Flandre. Toutes les conquêtes des années précédentes sont perdues en quelques semaines. Les Français reprennent place forte après place forte. Douai, le Quesnot, Bouchain tombent aux mains de Villars. En septembre, les Français assiègent et prennent la forteresse de Landau, en Alsace. Le prince Eugène tente de secourir la place, mais Villars, enhardi par ses succès, le repousse. Pour la première fois depuis des années, les Français reprennent l'initiative sur tous les fronts. Les pertes totales des coalisés sont considérables. Entre les morts de Denain, les noyés de l'Escaut, les prisonniers capturés à Denain et à Marchiennes, et les garnisons des places fortes qui capitulent dans les semaines suivantes, Eugène perd près de 15 000 hommes. Mais au-delà des chiffres, c'est le moral des coalisés qui s'effondre. Pendant 10 ans, le prince Eugène et le duc de Marlborough ont accumulé les victoires contre les Français. Ils ont écrasé les armées de Louis XIV à Blenheim, Ramillies, Audenarde, Malplaquet. Ils ont conquis forteresse après forteresse. La victoire finale semblait inévitable. Et voilà qu'en quelques heures, à Denain, tout bascule. Un maréchal français de 59 ans vient d'infliger à Eugène sa plus cuisante défaite. L'impact psychologique est immense. Dans les capitales européennes, on mesure soudain que la France n'est pas vaincue. Louis XIV, qu'on croyait à genoux, peut encore mordre. Les diplomates réunis à Utrecht prennent conscience que la guerre peut encore durer des années si l'on ne signe pas rapidement la paix. L'Autriche, qui refusait tout compromis en espérant une victoire totale, doit réviser ses ambitions. Le 11 avril 1713, la France signe avec l'Angleterre
et la Hollande le traité d'Utrecht. Les conditions sont bien meilleures que ce que Louis XIV aurait pu espérer avant Denain. Philippe V, son petit-fils, conserve la couronne d'Espagne, mais renonce à tout droit sur la couronne de France et cède les Pays-Bas espagnols et les territoires italiens à l'Autriche. L'Angleterre obtient Gibraltar, Minorque et surtout le monopole du commerce des esclaves avec les colonies espagnoles d'Amérique. La France conserve ses frontières et ses principales conquêtes. L'Alsace reste française, l'île reste française. Le royaume n'est pas démembré. L'Autriche refuse de signer et continue seule la guerre. Mais sans les Anglais et les Hollandais, Eugène ne peut plus rien faire. En 1714, Villars et Eugène se retrouvent face à face, non plus sur un champ de bataille, mais à une table de négociation. Les deux vieux ennemis, qui se sont combattus pendant des années, s'estiment mutuellement. Eugène aurait confié à Villars. « Mes ennemis sont à Versailles et les vôtres à Vienne. » Tous deux sont des guerriers qui ont servi leur souverain avec loyauté, mais qui ont aussi subi les intrigues et les jalousies des cours. Le 6 mars 1714, le traité de Rastatt met fin à la guerre entre la France et l'Autriche. Le 7 septembre, le traité de Baden règle les derniers détails avec le Saint-Empire. La guerre de succession d'Espagne est terminée. Elle aura duré 13 ans, fait des centaines de milliers de morts, ruiné les finances de tous les belligérants. Mais la France a survécu. Louis XIV, malgré toutes les catastrophes, a sauvé l'essentiel. L'intégrité du royaume et la couronne d'Espagne pour sa dynastie. La victoire de Denain transforme le maréchal de Villars en héros national. Louis XIV lui accorde le titre de duc et pair de France, puis en 1713, la plus haute distinction militaire du royaume, maréchal général des camps et armées du roi, un titre que seul Turenne avait porté avant lui. Villars devient gouverneur de Provence et accumule une fortune considérable. Sa carrière ne s'arrête pas là. À 81 ans, il commande une armée franco-piémontaise espagnole pendant la guerre de succession de Pologne et conquiert le Milanais en 3 mois. Il meurt en 1734, couvert d'honneur. Le maréchal de Montesquieu, qui a pourtant dirigé l'assaut décisif et coordonné l'attaque contre le camp hollandais, reçoit beaucoup moins de reconnaissance. Son rôle tactique crucial est éclipsé par la gloire de Villars. Les historiens militaires du XIXe siècle débattront longtemps pour déterminer la part exacte de chacun dans la victoire. Lefebvre d'Orval, l'homme qui a eu l'idée de la manœuvre, retombe rapidement dans l'oubli malgré l'hommage de Voltaire dans son « Siècle de Louis XIV ». Le philosophe souligne que cette bataille prouve comment les grandes affaires du monde sont souvent dirigées par de secrets et faibles ressorts. Louis XIV accorde à Lefebvre d'Orval la présidence du conseil provincial du Hainaut en 1714. Mais ce magistrat meurt à la Bassée en 1743 sans vraie renommée. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'historien Maurice Sautaille redécouvrira son rôle décisif en plongeant dans les archives. Le prince Eugène digère mal cette défaite, la seule fois où il a été complètement berné. Villars l'a trompé en lui faisant croire qu'il attaquait Landrecies, puis a frappé ailleurs. L'orgueil du prince souffre, mais il continue à servir l'empereur avec énergie. En 1706-1717, il reprend la guerre contre les Turcs et s'empare de Belgrade. Il meurt en 1736 à Vienne, auréolé de gloire malgré l'échec de Denain. Louis XIV, âgé de 75 ans quand les traités sont signés, peut enfin goûter à une paix inespérée. Il meurt le 1er septembre 1715, après un règne de 72 ans. Ces dernières années ont été marquées par les deuils, les défaites et les difficultés financières, mais il a évité le démembrement du royaume. Denain a sauvé son héritage. Denain entre rapidement dans la mémoire collective française comme une victoire miraculeuse. Au XVIIIe siècle, on compose des chansons sur Villars l'Heureux et des pièces de théâtre célèbrent l'exploit. En 1781, Louis VI fait ériger une pyramide commémorative proclamant « Regardez de Denain, l'audacieux Villars, disputant le tonnerre à l'aigle des Césars ». Le monument, mutilé en 1792 et 1815, sera remplacé par un obélisque classé. Les écoles militaires européennes étudient la manœuvre de Denain comme modèle de stratégie audacieuse. Napoléon Bonaparte lui-même analysera cette bataille et s'en inspirera.
L'idée de frapper les lignes de communication plutôt que le gros de l'armée ennemie devient un classique de l'art militaire. En 1912, le bicentenaire donne lieu à de grandes manifestations, reconstitutions historiques, défilés et discours patriotiques. À l'époque où la France se prépare à une nouvelle guerre contre l'Allemagne, Denain symbolise la capacité du pays à surmonter les situations désespérées. Denain illustre plusieurs principes militaires fondamentaux. D'abord, l'importance du renseignement. Sans les observations de Lefebvre-d'Orval, Villars n'aurait jamais identifié la faiblesse du dispositif ennemi. Ensuite, l'audace. La manœuvre de nuit et l'attaque surprise exigeaient un courage hors du commun. Enfin, la vitesse d'exécution. Villars frappe sans hésitation et exploite immédiatement son succès. La bataille montre aussi les limites de la guerre d'Ancien Régime. Les armées dépendent totalement de leurs lignes de ravitaillement. Une armée de 100 000 hommes consomme des quantités astronomiques de nourriture, de fourrage et de munitions. Eugène l'apprend à ses dépens. En surétendant ses lignes, il a créé les conditions de sa propre défaite. 5 facteurs expliquent le succès français. Premièrement, la fissure dans la coalition avec le retrait des 12 000 Britanniques révèle les divisions entre alliés. Deuxièmement, l'erreur stratégique d'Eugène. En étirant son front sur 60 km, il viole le principe de concentration des forces. Troisièmement, la qualité du renseignement français. Quatrièmement, l'audace de Villars qui n'avait plus rien à perdre. Cinquièmement, l'exécution tactique parfaite de Montesquieu et ses lieutenants. Au-delà de la stratégie, Denain est une histoire humaine. Ces soldats français, mal nourris et mal équipés, n'avaient connu que des défaites pendant des années. Cette victoire, après tant de revers, a dû leur sembler irréelle. Pour les Hollandais, ce fut une catastrophe. Surpris au petit matin, attaqués par une force écrasante, beaucoup ne reverront jamais leur pays. Le comte d'Albemarle a vécu un cauchemar. En quelques heures, son camp tombait et sa carrière était brisée. Le prince Eugène, arrivant trop tard, mesure l'ampleur du désastre avec horreur. Louis XIV à Versailles attend avec angoisse. Quand le courrier annonçant la victoire arrive, le soulagement du vieux roi est immense. 3 siècles plus tard, plusieurs leçons demeurent. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Une seule victoire bien placée peut changer le cours d'une guerre. L'audace paie parfois. Villars a osé ce que personne n'attendait. La stratégie compte autant que la force brute. Eugène avait 2 fois plus d'hommes mais les a mal déployés. Les coalitions ont leurs faiblesses. Les intérêts divergents créent des fissures. Enfin, les individus font l'histoire. Sans Lefebvre-d'Orval, Villars et Montesquieu, Denain n'aurait pas eu lieu. Le 24 juillet 1712, 15 000 Français ont vaincu 14 000 Hollandais en moins de 2 heures. Cette victoire tactique a eu des conséquences stratégiques considérables, changeant le rapport de force aux négociations d'Utrecht. La France a pu négocier une paix beaucoup plus favorable. Cette bataille illustre comment un seul coup bien porté peut renverser une situation désespérée. Elle rappelle l'importance du renseignement, de l'audace et de l'exécution tactique. 3 siècles plus tard, Denain reste un moment décisif. Elle a sauvé la France de l'invasion et préservé l'intégrité du royaume. C'est pourquoi on continue à commémorer cette journée où quelques milliers de Français ont changé le cours de l'histoire.